Allez, dépêchez-vous, Obélix. Lâchez ce sanglier. Nicolas, ce n'est pas un documentaire animalier. Posez ce lapin. Lucky Luke, rangez ce colt. Vous n'allez pas être jaloux d'une coccinelle. Du calme, des flics. Silence! Ça y est, vers ma voix. Moteur, ça tourne. Et hop! Mon nom est Talon, Achille Talon. Oui, le célèbre héros de bande dessinée, le colosse du 9e art. Hein? Ça ne vous dit rien? Bon, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Nous sommes à l'automne 1959. Le général de Gaulle vient de revenir au pouvoir. La 5e République commence. Mais déjà, dans l'ombre, une poignée d'hommes prépare une révolution qui va bouleverser le monde de la bande dessinée. Et même, tenez-vous bien, la société française. Le 29 octobre 59, les baby-boomers, en culotte courte, découvrent un nouveau journal, Pilote. Et moi, et moi, et moi. Je dois être un des premiers abonnés de Pilote, car il y avait un concours. Mon père avait répondu pour moi, et je devais avoir à l'époque 8-9 ans, et j'ai gagné un abonnement de 1 an au journal Pilote à partir du numéro 1. Je lisais Pilote quand je faisais croire que j'étais malade. Je restais à la maison après avoir collé le thermomètre sur l'ampoule, un classique. Et donc je restais au lit, au chaud, tandis que mes petits camarades partaient trimer à l'école. Et donc les premiers souvenirs, c'est Barbe Rouge, les aventures de Barbe Rouge. Au départ, c'est comme un truc à l'américaine. On ouvrait ce truc-là, et quand on était petit, ça voulait dire qu'on ouvrait un truc grand comme ça. On était à l'automne 1959, j'avais 11 ans. J'étais lecteur de Tintin, vous savez à l'époque c'était très clivé, on était lecteur de Vaillant, on était un communiste, un rouge, on était lecteur de Cœur Vaillant, on était catho. Puis entre les deux, mais c'était plutôt quand même catho, mais catho laïque, c'était Tintin ou Spirou. Et d'ailleurs le premier Pilote avait un côté quand même un peu scout catho. Il y avait cette volonté d'établir un lien entre les jeunes Français, plutôt des garçons, c'était quand même plutôt masculin sans le dire, bien propre sur eux. Tout ça avait un côté quand même assez France de la 5e République, hein, on est en 59, Général de Gaulle, c'était dans l'ambiance. Chaque jeudi, les enfants nous attendaient avec impatience. Oui, nous, les héros du journal. Moi, Achille Talon, bien sûr, mais aussi le petit Nicolas. J'ai dit pas de lapin à la rédaction, Nicolas. Astérix et Obélix. Partoutatis, arrêtez de vous disputer. Tanguy et la verdure. Attention, baissez-vous. Tous ces héros sont nés dans les pages de Pilote, comme Barbe Rouge, Norbert et Carrie, Valentin le Vagabond, sans oublier l'inspecteur Robillard de Moalic. Et Bellemare. Et oui, Pierre Bellemare, l'homme à la voix d'or, que l'Amérique nous envie, la nouvelle vedette de Radio Luxembourg. Nous commençons aujourd'hui le récit de la mystérieuse affaire des chiens qui disparaissent. L'inspecteur Robillard devra résoudre là une des énigmes les plus compliquées de sa carrière. Il compte beaucoup sur vous pour l'aider, car l'inspecteur ne veut pas l'avouer, mais il est un peu distrait. En fait, c'est tout bonnement une tête de linotte. Une tête de quoi? Baissez-vous! Tanguy et la verdure. Et on appelle ça des pilotes. Des pilotes? Bon sang, mais c'est bien sûr. Monsieur Bellemare, savez-vous pourquoi le journal s'appelait Pilote? La réponse se trouve tout simplement dans l'éditorial du numéro 1. Un pilote, c'est celui qui conduit les autres. Pour être un vrai pilote, il faut d'abord des connaissances. Mais il faut également beaucoup de travail et beaucoup de courage. Et notre souhait, c'est que vous soyez avec nous de vrais pilotes. Et c'est pour cela que nous voulons avant tout vous prendre au sérieux. Pierre, n'exagérez pas. Pilote n'est pas non plus Paris Match. D'accord, les jeunes Français admirent Fernand Reynaud et le footballeur Coppa, s'identifient à Jean Marais et chantent nos ancêtres les Gaulois avec Henri Salvador. Mais si ces personnalités font la une du journal, à l'intérieur, les vraies vedettes sont Astérix, Tanguy et la verdure ou Barbe Rouge.
Derrière ça, il y avait des dessinateurs comme Uderzo, comme Hubinon et surtout des scénaristes de première classe, les meilleurs scénaristes de l'époque en bande dessinée, Jean-Michel Charlier et bien sûr René Goscinny. Assez vite, Goscinny est devenu un personnage public, un des rares auteurs de bande dessinée, surtout quand il travaillait avec Sampé, dont on parlait dans les journaux, qu'on voyait parfois à la télé avec sa tête toute ronde, donc il était devenu quelqu'un, un personnage public. Je vous signale que j'écris des scénarios, des articles, que je suis toujours disposé à en écrire d'autres, qu'un scénario René Goscinny est un scénario propre, un scénario René Goscinny fait toujours rigoler. René Goscinny, Paris 16e, René Goscinny, le scénariste de Paris que la Seine-et-Oise nous envie. En lisant Le Petit Nicolas, j'ai souvent l'impression que mon père me raconte son enfance, me parle de ses parents, des rapports que ses parents avaient entre eux, me parle de ses copains de classe. Nous pensons enfin que les enfants se retrouvent dans Nicolas et les parents retrouvent dans Nicolas leurs enfants en même temps qu'ils se souviennent de leur propre enfance. Ah, que de souvenirs. Les plumes sergent-major, les culottes courtes. En 1959, l'école devient obligatoire jusqu'à 16 ans. Mais ça n'empêche pas les enfants de faire des bêtises. Cette année-là, François Truffaut et Antoine Doinel font les 400 coups au cinéma. Nicolas! Nicolas, qu'est-ce que vous faites? Oh, c'est du propre. Ils sont fous, ces gamins. Si Monsieur Goscinny vous attrape, vous allez voir. Mais où est-il? Oh, quand il n'est pas avec Sampé, il est avec Uderzo. Alors, nous avons pensé à vous réunir ici, dans ce studio, pour faire une émission ensemble, originale et amusante sur Astérix. Ben, ça va être difficile. Ça. Oh oui. Oui, parce qu'il y a eu déjà 8 albums de faits, un 9e en cours de réalisation et un 10e. 20 journaux ont pris le thème Astérix. Et nous avons 45 contrats publicitaires environ et 2 ou 3 procès en cours. Il y a 4 chansons de fête. Un feuilleton à la radio, des interviews et puis également une émission de télévision. Oui, vous pensez vraiment que tout a été dit sur Astérix? Bah oui. Alors tant pis, fais pas d'émission. Vous voyez, depuis 50 ans, tout a été dit sur ces deux Gaulois. Alors revenons à Pilote, et moi. Je disais donc... Oui, en 50 avant Jésus-Christ, toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute? Non. Quelque part en Armorique, un petit village résiste à l'envahisseur, un petit village entouré de camps retranchés romains. Tous et toutes ici, nous sommes certains du grand avenir de la France. Dès 1962, quand Astérix a commencé à avoir du succès, tout le monde l'a comparé à De Gaulle. C'est devenu une idée fixe. Mais n'exagérons rien. Même si le chef-d'œuvre de Goscinny et Uderzo est une satire de la société française, entre le grand Charles et le petit Gaulois, les points communs ne sont pas légion. Astérix et Obélix prenaient de plus en plus de place dans le journal. Ils faisaient tout pour me voler la vedette, ces maudits Gaulois. Il y avait une autre série vedette dans Pilote, on en parle rarement, mais c'était les Pilotoramas. Ça, c'était très, très apprécié de la part des lecteurs. Et c'était un reliquat de quelque chose qui était très, très caractéristique de la presse enfantine pendant la guerre et même avant-guerre. C'était le côté didactique, encyclopédique, comme ça. J'ai encore un souvenir très précis du Pilotorama qui expliquait comment fonctionnait le métro parisien. Moi, j'habitais en province, en plus, ça me fascinait. Mais vous aviez éventuellement le Mont-Saint-Michel ou les Vikings. Et très sincèrement, il ne faut pas penser qu'on ne lisait que les bandes dessinées. Certes, ce sont elles qui nous fidélisaient quand même, mais il y avait aussi cette dimension pédagogique. Parfaitement. Pédagogique. Ah, les secrets de l'avion supersonique ou la vie des hommes préhistoriques, tout ça me passionnait. Mais dans les cours de récréation, le principal sujet de conversation, c'est le twist et les yéyés. Quelle catastrophe pour la jeunesse. Mai 68 est encore loin, mais c'est déjà la chienlit. On est à un moment de bascule où on commence à parler de la jeunesse en tant que classe d'âge autonome, ayant d'ailleurs désormais un pouvoir d'achat, celui qu'on va appeler le teenager, mais qui dans sa version négative serait le blouson noir, le jeune sous toutes ses formes, et désormais au premier rang de la scène. Ça va donner Salut les copains, et d'ailleurs pendant quelques mois, Pilote va jouer la carte Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, etc. Oui,
brûler. Je veux lancer au ciel comme un défi le cri de mes 20 ans. Avec le succès de Salut les copains sur Europe 1, les yéyés comme les Gaulois devenaient envahissants. Johnny, Eddie, Sylvie, tous ces chanteurs me cassaient les pieds. Mais visiblement, les lecteurs de pilotes, eux, étaient ravis. Le feu de l'expérience pour me brûler. Au bout d'un an d'existence, Pilote avait déjà réuni presque 150 000 lecteurs. C'était un succès pour l'époque. Mais l'ensemble a été mal géré, le public a suivi, mais pas l'argent. Pilote était en faillite et donc devait passer par un repreneur. Et c'est ainsi que Pilote est devenu la propriété de Georges Dargaud. Dargaud confie les clés à Uderzo, à Jean-Michel Charlier et surtout à René Goscinny. Et à ce moment-là, tout décolle. Et très vite, d'ailleurs, en sachant très bien ce qu'il faisait, Goscinny va donner leur première chance à des dessinateurs qui se préoccupent de moins en moins des petits-enfants, qui vraiment sont des dessinateurs qui dessinent pour tout public et bientôt pour les adultes. Dites-moi, mon vieux, vous ne vous appelez pas Achille Talon, est-ce que je sache? Vous croyez connaître Pilote mieux que moi? Tiens, lui, là, avec la coupe au bol, il a l'air gentil. Mais vous savez d'où il vient, en ce mois d'avril 1962? De la rédaction d'Harakiri. Ouais, oui, le journal bête et méchant. C'est grâce à Madame de Gaulle, c'est grâce à Tante Yvonne que je suis allé me présenter à Pilote. Parce que Tante Yvonne surveillait la presse et a fait interdire en 1962 Harakiri. Je me suis dit, je vais aller présenter à Goscinny des dessins sur des souvenirs de collège, puisque là j'avais 24 ans, donc c'était pas si loin. Et puis ça marchait tout de suite et j'ai eu une chance inouïe parce qu'en plus, il était en train d'écrire un bouquin qui s'appellera plus tard La potachologie. Donc il était en plein lycée, en plein collège. Quand il a vu mes dessins, il m'a dit « Est-ce que vous voulez illustrer mon bouquin ?» Je lui ai dit « Bien sûr ». Un jour, il m'a dit « Vous faites souvent un grand personnage derrière des collégiens, là, mais à mon avis, c'est ça votre personnage. Il faut que vous le mettiez devant, il faut que vous lui trouviez un nom, et puis voilà. » Alors Duduche, c'est plutôt un cancre, romantique, il sait pas bien parler aux nanas, vous voyez, il avait les handicaps que moi j'avais à l'époque. Bon, Duduche, vos états d'âme n'intéressent personne. Il est temps d'aborder les choses sérieuses. Et hop! C'est alors qu'apparaît l'un des plus remarquables personnages de l'histoire de Pilote, Achille Talon. Mais c'est moi, Achille! C'était très belge, hein, Achille Talon. Eh oui, je suis belge, comme tous les grands héros. Et alors, ça vous dérange? Non, c'est vrai, il y avait, c'est pas du tout péjoratif dans ma bouche, il y avait une fantaisie là-dedans, une invention et un univers. Les cases comme ça, avec Achille Talon qui s'avançait vers nous et qui disait « Parlez plus fort, j'entends rien » et tout, ça nous faisait hurler de rire. Vous avez bientôt fini de me dévisager? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le nommé Le Funeste, qui est mon voisin, vient de me faire parvenir les derniers numéros d'un hebdomadaire à l'humour. Les bulles qui prenaient toute la place parce qu'il fallait qu'il parle. Le verbiage, le fatras, le jargon, il fallait qu'il occupe tout l'espace. C'est un personnage très représentatif de nous-mêmes. On a tous une tendance à vouloir occuper tout l'espace au détriment des autres. C'est vrai que c'est une sorte d'explosion graphique et verbale, puisque Achille Talon, c'est la suffisance verbeuse. Suffisance verbeuse, vous dépassez les bornes. Si ça continue, je me tais. Sachez, monsieur Horry, que je suis la mémoire de ce journal. Sans moi, tout le monde aurait oublié Pilote et son rédacteur en chef. Et comment s'appelait-il déjà? Greg a eu l'occasion de créer la mythologie du journal. C'est-à-dire qu'on a tous vraiment cru que dans les bureaux de Pilote, il y avait écrit « non ».
Et ça, c'est typique de la manière dont Goscinny gérait le journal. Il a donné carte blanche à quelqu'un qui produisait depuis longtemps, mais en général des travaux de commande. Et là, il lui a dit « allez-y ». En 1963, grâce à Greg et moi, Pilote devient enfin un journal respectable. Que serait la France sans la Belgique? Mais non, je ne parle pas de vous. En toute modestie, je n'étais pas seul. Il y avait aussi mon compatriote Jean-Michel Charlier, le scénariste de Tanguy et la Verdure et de Barbe Rouge. J'étais devant une éminence grise de la bande dessinée, j'ai présenté mes planches. Le très bon contact s'est révélé très très vite une invitation enthousiaste à collaborer. L'idée, c'était que le personnage principal de la série ne serait pas un individu ou même un groupe d'individus, ce serait le fort. Et que chaque album aurait comme point de vue et comme héros un personnage différent. Ça aurait pu être un éclaireur, un soldat. On avait commencé avec un lieutenant qui débarquait, qui était tout nouveau, et puis qui avait un certain caractère. Et l'idée, c'était de faire 1 ou 2 albums avec ce personnage-là, et puis de passer à autre chose. Le regard qu'il portait sur le western, et puis la représentation qu'il en faisait à travers toute une mythologie de cinéma, des personnages. On se demandait toujours d'où il venait, Blueberry. Il avait un côté un peu Belmondo, gueule cassée, comme ça. Je crois qu'il s'était inspiré de Belmondo, d'ailleurs. Bravo, Antoine. Depuis son rôle dans À bout de souffle, Jean-Paul Belmondo est l'étoile montante de la nouvelle vague. Un mouvement qui est en train de révolutionner le cinéma. Dans Pilote, la bande dessinée s'apprête à suivre le même chemin. Ça fait beaucoup de révolutions, tout ça. C'est vrai que Belmondo, à l'époque, il représentait une nouvelle forme de sexualité, de masculinité. Et l'idée de le prendre comme support m'est venue parce que, peut-être qu'il y a plus ou moins consciemment, je me suis dit que ça allait apporter à la série une tonalité moderne et contemporaine. Tout de suite, le personnage, grâce à cet apport, est sorti résolument des canons, de ce que pouvait être un héros de western, mais même de bande dessinée. Je sais, Lucky Luke, vous tirez plus vite que votre ombre, plus vite que Blueberry, mais ce n'est pas votre tour. Faites la queue comme tout le monde. Oh, c'est pas bientôt fini ce téléphone? Au moment de prendre rendez-vous, j'ai raccroché 3 fois. À chaque fois, je raccrochais. Finalement, j'ai eu mon rendez-vous et j'ai été accueilli par Jean-Michel Charlier. Charlier a lu mon histoire sans avoir de réaction spéciale, ni en bien ni en mal. À ce moment-là, Goscinny est entré et Charlier lui a dit « Tiens, René, lis ça ». Cette histoire s'appelait « Le Gag » et racontait l'histoire d'un dessinateur de BD à qui on téléphone pour lui commander de toute urgence une histoire en 6 pages. Alors, ça passe par tous les affres d'un gars qui cherche l'idée, qui trouve, qui passe 2 nuits à travailler, qui livre, et à qui on dit « Bon, bah, vous nous en faites une autre pour la semaine prochaine ». Et Goscinny l'a lu. Il s'est retourné vers moi et il me dit « Bon, bah maintenant, on attend le reste ». Ça voulait dire, entre parenthèses, vous faites partie de notre famille. Ce qui me plaisait dans le travail de Pilote, c'est qu'il y avait des pages où il n'y avait pas de héros. Je me voyais mal en train de créer un nouveau Tintin et Milou, Spirou et Fantasio, Astérix et Obélix. C'était pas mon truc. Alors je voyais qu'il y avait des choses qui traitaient comme ça, à la rigolade, des sujets de société. Et Goscinny m'a proposé une rubrique carrément journalistique, et ça s'appelait Les Dingos Dossiers, donc voilà. Gottlieb devient le chroniqueur iconoclaste des 30 Glorieuses et de ses symboles, tournant en dérision la télévision, la machine à laver et même la déesse.
Pendant ce temps-là, la France découvre avec bonheur la société de consommation et la civilisation des loisirs, ainsi que les embouteillages et les bains de mer. Goscinny, lui, n'est pas vraiment en vacances. Régulièrement, il me donnait son scénario, je le dessinais, je le livrais la semaine suivante, et en échange, il me redonnait le scénario suivant, etc. C'était la simplicité même. Pardon Marcel, mais tout le monde n'a pas conservé les mêmes souvenirs que vous. Regardez plutôt comment Goscinny me traitait, moi, Achille Talon. Pilote, ça a toujours été pour les dessinateurs à cette époque-là, c'était le journal où il fallait être. Parce que c'était vraiment le plus beau journal du monde, le plus formidable. Je me suis dit, bon, il faut que je trouve un personnage à moi. Et comme, à l'époque, il y avait beaucoup de personnages qui étaient des animaux fabuleux, des animaux magiques, comme le marsupilami. Et je me suis dit, bon, comme ce sont tous des animaux, pour être original, moi, je vais prendre un légume. Mais puisque c'est un héros de BD, eh ben on va en faire un justicier, masqué, puisque c'est un peu, il y en a plein comme ça, de Zorro, etc. Et donc j'ai mis tous les codes BD sur ce personnage, mais qui soit vraiment bizarre, quoi, sortant de l'ordinaire. C'est terrible, la vie est terrible. Le monde est sans limite. Où va-t-on? D'où venons-nous? Où allons-nous? Où cours-je? Créer une œuvre de non-sens, ça veut dire que vous pensez que le réel n'a aucun sens. Ça veut dire qu'il faut que je fasse des aventures qui, à chaque image, je fais simplement le contraire, il se passe le contraire de ce qu'on attend, pour amener le lecteur dans un monde qui n'a plus aucun sens, qui est totalement incohérent. Et donc, il ne comprend plus rien. Et c'est ça qui fait rire. Et moi, je me suis aperçu qu'effectivement, quand j'arrive moi-même à ne plus comprendre ce que je fais, ça me fait marrer. J'avais survécu au nouveau franc, au nouveau roman, à la nouvelle vague, supporté les dingos dossiers et le concombre masqué. Mais en 1965, avec l'arrivée de Fred, les bornes sont franchies. Comment Goscinny a-t-il pu faire subir ça au lecteur? Bourreau d'enfants! Il a accepté toutes les aventures parce que quand Fred est arrivé, il lui a publié tout de suite ses dessins et vraiment c'était étonnant de voir ça dans Pilote. Pendant quelques mois, il y avait des lettres de lecteurs qui disaient « Pourquoi vous publiez ça ?» Mais après, ils ont apprécié. On arrivait un peu là comme des cheveux dans la soupe, quoi. On bouleversait un peu pas seulement les idées reçues, mais aussi graphiquement, c'était déroutant, vous voyez, pour le lecteur. Il était habitué à Tintin, puis d'un seul coup, il se retrouvait avec des monstres, des trucs comme ça. J'aime bien celle-là. Fred, c'était formidable. Moi, j'ai toujours eu envie d'arriver à faire ce qu'il arrive à faire, et j'arrive pas. C'est à créer vraiment un monde imaginaire comme ça, de l'Atlantique, avec les lettres, les énormes lettres sur l'Atlantique, de la carte qui font des îles. Je me dis, mais j'aurais dû avoir cette idée, pourquoi? Si vous cherchez, c'est déjà mauvais. Si vous commencez à chercher, il faut que ça vienne naturellement. Par exemple, quand je fais un Philémon, d'une page à l'autre, j'ai une trame quand même pour contrôler, mais souvent, selon ce qui m'arrive dans la journée, l'histoire peut bifurquer. Et moi, c'est moi qui la suis. Je me mets à la table à dessin pour savoir la suite de l'histoire. Et j'ai hâte de finir pour connaître la fin. C'est pour ça que chez moi, je n'ouvre jamais mes fenêtres de mon atelier parce que j'ai peur que les idées s'envolent. Quand moi, je rentre en bande dessinée, je suis très jeune, j'ai 23-24 ans, fondamentalement,
On est tous des enfants de Tintin, plus ou moins, ou de Franquin. Et c'est une narration qui est encore très linéaire. Fred et Gottlieb vont dynamiter totalement le récit. Ils vont faire preuve d'une modernité radicale qu'on peut trouver aussi en littérature, et où c'est plus l'écriture d'avant. À l'époque, la BD, c'était un petit petit divertissement pour les enfants. Mais jamais on pensait que c'était des auteurs. Si on disait, moi je suis un auteur, on vous rigolait au nez en disant, mais ça va pas la tête. Mais lui, non. Lui, il pensait dessinateur de BD, auteur. Et il nous poussait à toujours aller plus loin. Et hop! À l'automne 1967, malgré la pluie, la France voit la vie en rose. Et voici la couleur. Au jour fixé et à l'heure dite. La seconde chaîne vient de passer à la couleur et Pilote à la science-fiction. Certaines pages du journal deviennent carrément psychédéliques. Pierre Christin et Jean-Claude Bézières créent Valérian, un agent spatio-temporel. En bande dessinée, tout était à faire. C'est-à-dire que le visuel, en quelque sorte, n'était pas à la hauteur de l'immense créativité qu'on trouvait dans la science-fiction écrite des années 60-70. Et c'est là où j'ai suggéré à mon ami Mézières de partir vers la science-fiction en disant, pour un dessinateur, c'est une table rase, et tu vas pouvoir t'amuser à créer tout ce qui te passe par la tête. Valérian tombe à pic. On ne parle à l'époque que de conquête spatiale. La France croit encore aux vertus du progrès scientifique. Elle vient de lancer son premier satellite qui, curieusement, ne s'appelle pas Achille Talon, mais Astérix. Enfin, passons. Pilote, toujours en avance, c'est longtemps appelé le journal des jeunes de l'an 2000. On voyait des voitures de 100 mètres de long, des métros aériens, des fusées qui descendaient au sous-sol et qui remontaient à travers les fenêtres. On croyait vraiment, dur comme fer, je pense que, on ne verrait pas l'an 2000. C'était tellement loin que ce n'est pas imaginable. Et il allait se passer quelque chose d'absolument extraordinaire autour de l'an 2000. Erreur, mon cher Jean-Pierre. Bien avant l'an 2000, la société française va changer. Quelques dessinateurs ont pressenti que ce n'étaient pas les voitures qui allaient rallonger, mais les cheveux. Leur nom, Rézère et GB. Ils viennent du journal Harakiri que le général de Gaulle a fait interdire à nouveau en 1966. Goscinny, encore une fois, là, a eu le coup de génie d'intégrer GB et Rézère, de les articuler avec l'arrivée récente de Gabu, Fred, Gottlieb et de Mandrika. Et d'un seul coup, on s'est trouvé avec 7 carrément génies. D'un coup, et le Pilote a été d'un seul coup, mais alors métamorphosé en machine infernale. Cet apport de sang neuf s'est trouvé mêlé de façon amicale, mais malgré tout dramatique, avec la vieille garde de la bande dessinée qui continuait à œuvrer dans Pilote. Alors, Astérix, c'était formidable. Mais d'un seul coup, Astérix était, comment je pourrais dire, décalé par rapport à Fred ou à tous les autres. En mai 68, à Pilote, je ne sais pas s'ils avaient pris de la potion magique ou autre chose, mais ils étaient déchaînés. Achille Talon, l'imagination était au pouvoir depuis longtemps dans ce journal. Mais certains dessinateurs se sont dit « Soyons réalistes, demandons l'impossible ». Et là, ça a bardé. C'est un journal qui s'était fait dans la joie, dans lequel on était tous heureux de travailler, dans lequel on s'amusait. Et puis, 68 est venu perturber à la fois le jeu et les cartes. L'importance historique, je pèse mes mots, de Pilote, ça se prouve dans le fait que mai 68 a lieu aussi dans l'enceinte de Pilote, quoi.
C'est un conflit de génération, quand même. Ce sont des jeunes qui secouent le cocotier. Il y a 3-4 dessinateurs qui se réunissent et puis qui disent « Oui, bah, comme c'était la Révolution, il fallait aussi faire la Révolution dans la bande dessinée. » Il n'y avait pas besoin, puisqu'on était complètement libre. Goscinny nous laissait faire absolument ce qu'on voulait. Au lieu que ce soit une discussion pour parler des événements avec René, René s'est retrouvé d'un seul coup sur la sellette en tant qu'acteur tenant d'un système qu'il fallait changer. Quelques dessinateurs dont j'étais demandaient est-ce que le choix des jeunes dessinateurs soit collectif. Donc il a cru qu'on voulait prendre son fauteuil, c'était pas du tout ça. Il ne s'était pas attendu du tout à cette espèce de soulèvement interne un peu enfantin. Il en avait été profondément bouleversé. Et quand il est revenu, il a donné sa démission que Georges Dargaud a refusée. En un mois, toute la France avait changé, même les héros du journal. Hein? Mais non, pas moi, voyons. J'ai toujours considéré Duduche comme le grand frère du petit Nicolas. Mais là, c'était plus qu'une crise d'adolescence. On ne le reconnaissait plus. C'était vraiment la fin d'une époque. Tout ce que les Français avaient adoré n'était plus du tout à la mode. La société de consommation, la publicité, les voitures, De Gaulle, le progrès. Pour être dans le coup, Goscinny aurait dû fonder une communauté en Ardèche. Mais non, au mois d'août 1968, la rédaction déménage à Neuilly. Quelle blague! Ça, ce sont les éclairages. Ça, c'est ne pas déranger quand quelqu'un vient à la porte. Ça, c'est patienter. Ça, c'est entrer. Et ce petit bouton ouvre la porte. Tout ça, mais à peu près inutile, mais ça fait très joli et ça impressionne les gens qui arrivent. Il a changé de comportement à ce moment-là. Il est devenu plus rédacteur en chef et curieusement moins collectif dans ses choix. Il distribuait le travail d'une manière plus autoritaire. Il faut savoir qu'il rebondit tout de suite, hein, puisque à la rentrée 68, il change la formule. Donc il a compris qu'il fallait changer quelque chose et il l'a fait tirer vers quelque chose qui parle de plus en plus de l'actualité. Il y aura à un certain moment 15 ou 16 pages d'actualité sur l'ensemble d'un sommaire et on politise en quelque sorte Pilote. C'est le moins qu'on puisse dire. Les contestataires s'en donnent à cœur joie. Les pages d'actualité deviennent la tribune des hippies et des premiers écolos. L'utopie du moment, c'est le retour à la nature. Et en 1971, le champ de bataille, c'est le Larzac. Cabu, Gébé ou Reiser ne rigolaient pas avec ça. À cette époque, les lecteurs que j'avais connus en culotte courte sont devenus majeurs. Certains sont même devenus dessinateurs ou scénaristes. Ils s'appellent Jean-Pierre Dionnet, Philippe Druyet et Patrice Lecomte. Et oui, le futur réalisateur des Bronzés. J'avais demandé à Goscinny un jour, est-ce que ça vous ennuie si j'assiste, si je participe au conseil de rédaction? Et donc j'ai pu, là, d'un seul coup, en un seul champ de vision, voir effectivement Gébé, Reiser, Mandrika, Fred, Gottlieb. C'était insensé, quoi. Tous mes héros, quoi. Toutes les stars et tous mes héros étaient là. Il nous reste 9 pages à programmer, plus 3 pages dans le 585 du 21 janvier. C'est un numéro dans lequel nous avons également 6 pages sur chapeau melon et bottes de cuir qui fait la couverture. C'était un peu le centre de la BD, le Pilote à l'époque. Les gens arrivaient de tous les journaux, quoi. Ils voulaient travailler à Pilote, quoi. Mais il n'y avait pas de la place pour tout le monde, on était au moins 40. Et c'était très marrant de voir comment Goscinny dirigeait tout ce petit monde. Il y avait ceux qui parlaient peu, il y a ceux qui parlaient par geste, il y a ceux qui regardaient le plafond, il y a ceux qui s'engueulaient entre eux. Ah non, mais c'était vraiment, c'était pas l'Assemblée nationale, non, bien entendu, mais c'était vraiment quelque chose de très, très bouillonnant. Quand on était un peu débutant, quoi, quand on n'était pas forcément rassurant, quand on exprimait une idée, je sais pas, moi j'ai une idée, il faut faire 2 pages sur les inondations à Villeneuve-Saint-Georges, par exemple. Alors, si c'était quelqu'un de balèze, il disait « super, 2 pages, très bonne idée ». Hop, il distribuait 2 pages. Et quand c'était quelqu'un qui, comme moi, n'était pas spécialement balèze, il dit « oui, vous voyez ça comment ?» On se rendait bien compte qu'il y avait les cadors et les débutants. Je me souviendrai toujours de Reiser qui, un jour, au milieu du conseil de rédaction, disait « moi, j'aimerais bien faire une page sur les montres de plongée ».
Ok, une page. Alors, c'était fait. Lui avait pris la parole 30 secondes et on savait tous, en plus, le salaud, qu'il allait faire une page à tomber par terre de rire parce qu'il avait trop de talent. C'était un boulot monstrueux, ça c'est sûr. Je n'arrive même plus à comprendre comment on arrivait à faire ça. Moi, je ne pourrais plus. Hein. Mais oui, des fois, on faisait 2 pages par semaine, plus une page pour les actualités ou un autre truc à côté. Mais oui, c'était dingue, on était dingue. Si on avait le malheur dans cette réunion de dire « j'ai pensé à... » clac, Goscinny notait. Le gars, il se ramassait du boulot en plus. Alors moi, j'avais pigé le truc et j'avais plus d'idées du tout aux réunions. Voyons, Marcel, le travail, c'est la santé. Est-ce que je prends des vacances, moi? Si vous vouliez profiter de la société des loisirs, il ne fallait pas vous lancer tout seul dans la rubrique à braque. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Je déteste dessiner des décors. Avec Goscinny, j'avais été gâté. Quand je me suis mis à faire la rubrique à braque, je faisais mes propres scénarios et les décors. Un gars rentrant dans une pièce, je faisais la porte qui s'ouvrait, c'est tout. Puis la porte disparaissait après. Et donc, j'avais quand même un peu un petit complexe de culpabilité vis-à-vis du lecteur. J'avais peur que ça fasse un peu vide. Donc j'avais mis aussi la Coccinelle un peu pour ça. Et la Coccinelle qui critiquait la bande dessinée dans laquelle elle-même se trouvait. Elle disait toujours « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Oh là là, plus jamais je viendrai. » Quand on lisait ce genre de choses à cette époque-là, on n'en sortait pas tout à fait indemne. Et Gottlieb donnait vraiment le sentiment de faire complètement imploser le cadre de l'intérieur, avec un humour qui serait pas politiquement correct aujourd'hui, se moquant de tout, mais avec beaucoup de drôlerie et un trait très vif, très cruel, mais jamais méchant. Il n'y avait jamais de méchanceté. Disons que la drôlerie l'emportait toujours. Voilà. Ma tête, ma pauvre tête malade. Ah, ça va un peu mieux. Bon, messieurs, vos questions. Bon. Nous sommes aujourd'hui dans l'atelier de Vincent. Coupe, il n'y a plus de pellicule. Non, attends. Un producteur voulait lancer une série sur tous les réalisateurs, les auteurs de bande dessinée. Je dois vous quitter, car mon œuvre m'appelle. Il m'avait proposé de tourner le pilote, le numéro 0, si vous voulez, avec Gottlieb. Donc j'avais écrit une histoire, une espèce de faux portrait qui se resservait de tout ce qu'était Gottlieb, tout ce que mettait Gottlieb dans ses... Ben voilà, de faire un peu un film à la Gottlieb sur Gottlieb. Ceux qui ne me connaissent pas et qui ne connaissent pas mon travail doivent rien comprendre du tout à ce film. Mais on s'est bien marré à faire ça. L'histoire des sous-titres de Pilote est très intéressante parce qu'en 1965, ça devient le journal d'Astérix et Obélix, parce que les ventes explosent grâce à Astérix. Et en 1970, c'est le magazine qui s'amuse à réfléchir. On sent bien la différence. On sent que d'ailleurs c'est un type de sous-titre plus sophistiqué qui s'adresse à un bac+2, quoi. Les femmes aussi s'étaient mises à réfléchir. Le MLF, ça vous dit quelque chose? En 1971, dans les manifestations, elles chantaient « Un homme sur 2 est une femme ». Ce sont des chiffres qui font peur, hein. À Pilote, ils étaient terrorisés. Les femmes, ils savaient les dessiner, mais de là, on croisait une dans les couloirs. Surtout aussi jolie que Claire Bretéché. Aujourd'hui, ça paraît tellement évident qu'une femme puisse exercer son talent dans la bande dessinée. À l'époque, c'était sans précédent. Bretéché, c'était la seule femme de Pilote pendant des années. Et alors, elle était d'une timidité incroyable.
On ne l'entendait pas, elle n'osait même pas dire bonjour. Enfin, pendant des années, on n'a même pas entendu le son de sa voix. Quelques-uns étaient amoureux d'elle, alors... Gottlieb et Mandrika. Un beau jour, elle est arrivée et tous les membres de la rédaction mâle ont eu leurs langues qui leur sont tombées par terre, comme dans les Tex Avery. À la fin des années 60, il n'y a de fait pratiquement aucune femme dans la bande dessinée. C'est un art assez masculin dans son lectorat. Et donc Pilote, sans le dire, est dans l'atmosphère masculine classique. Mais ce qui est nouveau, c'est que grâce à l'arrivée d'auteurs femmes, ça commence à bouger. C'est clair. Ça, pour bouger, ça bougeait. Les hippies, les écolos, les féministes, à Pilote, tout le monde voulait faire sa révolution. Hein? Mais non, pas moi, voyons. Il y a eu un moment où j'ai apporté une BD du Concombre qui simplement construit un jardin de zen avec les rochers et le sable autour. Et puis Chourave lui demande « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Parce que le Concombre est en train de regarder ça. Il dit « Rien, je regarde pousser les rochers. » Point, final, fin. Alors Goscinny a regardé ça et dit « Écoutez, c'est très bien, mais est-ce que vous pensez que la France profonde va comprendre ce que vous racontez ?» Je dis « Ben oui, mais pourquoi pas? Qu'est-ce que c'est 8 pages dans le journal, bon, il y en a qui comprennent, d'autres qui ne comprennent pas. Elle dit non, mais je ne peux pas publier ça. Oh, alors moi, ça m'a... Je regarde ça et je me dis, mais pourquoi est-ce que je ne le publierai pas? J'ai qu'à faire un petit comics. Et comme je ne peux pas le faire tout seul, ben, je vais prendre les meilleurs. Pour moi, c'est Gottlieb et Bretéché. Je vais leur proposer qu'on fasse un journal à 3, un trimestriel. On a 16 pages à faire. Chacun fait ses 16 pages comme il veut. Il n'y a personne qui vous dit non. Et on le fait imprimer, puis on le distribue dans les librairies spécialisées, et puis voilà. Ils m'ont dit oui. Eh oui, le premier numéro paraît en 1972. Au mois de mai, bien sûr. Ça s'est très mal passé, et René Goscinny l'a pris comme une blessure, comme une souffrance, comme une trahison. C'était un homme très, très compliqué. Cet homme était un génie, mais il était d'une fragilité absolue. Et alors, l'Écho des savanes, ça a été vraiment un volcan, mais alors là, une déchirure carrément au théâtre grec. Il nous avait tellement poussé à être auteur qu'il aurait dû être content de voir ses enfants se développer. Mais non, il était vraiment... Il a eu un sentiment de trahison. J'ai toujours dit qu'avec le temps, on serait revenu... On serait redevenu, peut-être pas comme avant, mais enfin, on aurait oublié l'Écho des savanes. Il n'y a jamais eu que 10 numéros, avec des saloperies, des cochonneries, que j'étais le seul à faire, d'ailleurs. Les deux autres, Mandrika et Claire, ils restaient propres sur eux. En fait, Gottlieb, je pense qu'il était très fasciné par l'aventure underground américaine de Crumb et les autres qui avait lieu en même temps. Le rêve américain, selon Robert Crumb, c'était l'apologie des hippies et de la contre-culture, d'épouvantables histoires de paradis artificiels et de femmes dévêtues. Bref, un programme qui ne pouvait que séduire Gottlieb et ses complices. C'est vrai qu'ils se sont dit « Waouh, ils s'éclatent, ils font ce qui leur passe par la tête ». Gottlieb avait pratiquement pu faire tout ce qu'il voulait à Pilote toujours, sauf des bistouquettes. Et en fin de compte, les bistouquettes, il en a fait pendant 1 an, puis il a arrêté. Mais le mal est fait, les bistouquettes triomphent. Lui, le magazine de l'homme moderne, est dans tous les kiosques. Et le film Emmanuel attire les foules. Les Français plébiscitent la révolution sexuelle. Hein? Mais non, pas moi, voyons. La nature a horreur du vide. Non, je ne parle pas de révolution sexuelle, mais de Pilote. À peine l'équipe comique avait-elle quitté le journal que Tardy et Bilal rejoignaient Druyet à la rédaction. Bon, c'est sûr, dans le genre comique, on a vu mieux. Il y avait simplement un endroit qui était Pilote et qui rayonnait. Il y avait un truc qui se passait là-dedans. Et nous, on était attirés tous, comme dès qu'on avait envie de crayon, de papier, qu'on avait envie de s'exprimer, on était attirés comme des papillons de nuit par cette lumière là, où ça s'agitait. Quand j'ai eu ma première publication des 6 voyages de Lon Sloan, c'était Le Trône du Dieu Noir.
Et c'est sorti dans le journal, et j'avais au recto du journal, de la feuille, il y avait une page d'Astérix. Et je les ai mis à la lumière, et je voyais à travers mes dessins le dessin d'Astérix, et je me suis dit, ça y est, tu y es. Pilote crée une espèce d'espace de liberté dans la création graphique qui fait que des gens comme Tardy, Bilal et bien d'autres, qui je pense, 30 ans avant auraient été chez les surréalistes, 20 ans avant auraient été chez les abstraits, enfin qu'importe, hein, vont être dans la bande dessinée. Pilote, il est devenu trop... Il n'y a plus de place. Les dessinateurs arrivent, et en fait, chacun d'eux arrive à publier une histoire, 2 histoires. Il n'y a pas vraiment de place pour nous. C'était vertigineux. Il en arrivait tous les jours. Lausier, Pétillon, Forest, Régis Franck, Fmur. Il y avait 2 mondes qui cohabitaient et les tenants du vieux monde, ils savaient qu'ils étaient bousculés par les nouveaux, cette nouvelle perception, ce nouveau public, etc. Quant aux nouveaux, eux, ils piaffaient un peu parce que la cohabitation de Lon Sloan avec Martial, par exemple, ou Shakir, ça faisait un hiatus de plus en plus difficile à saisir. Vous voyez, ça devenait de moins en moins clair. Ah, la querelle des anciens et des modernes, c'est toujours la même histoire. Le jeune Dionnet se prenait déjà pour Goscinny, et voilà qu'à son tour, il voulait créer son journal. En 1974, il entraîne Druyet et Giraud, alias Möbius. Le nom de leur étrange revue sera Métal Hurlant. Pauvre jeunesse. Il y a eu une épidémie de choléra artistique sauvage, parce qu'après les équipes d'humour, c'est la science-fiction qui est partie, bien entendu. Bon, alors ça a rajouté une couche, évidemment, c'était pas très bien reçu. Les choses se sont calmées dans le temps après, mais on avait besoin de ça. Métal Hurlant a ouvert tout d'un coup une brèche dans l'imaginaire, dans le gouffre de l'imaginaire, créé la rencontre de la bande dessinée, du rock. Enfin, on était dans une effervescence extraordinaire. Extraordinaire pour vous, mon cher Bilal. J'avais déjà subi les yéyés et les hippies, et voilà que les punks arrivaient. L'âge de l'innocence, c'était bien fini. La bande dessinée s'adressait de moins en moins aux enfants. Quel chemin parcouru depuis la naissance de Pilote. En gros, de 66-67, le moment où Pilote explose et continue à révéler des talents nouveaux, jusqu'à 75-76, le moment où Métal et l'écho atteignent leur courbe dominante, je pense qu'à ce moment précis, à cause de Goscinny et de ses enfants maudits, on fait la meilleure bande dessinée du monde. Pilote, c'est une famille, c'est une affaire de famille, avec un certain moment, peut-être des meurtres symboliques du père, d'un père qui lui-même se crispe. Et donc, à partir de ce moment-là, tout se dégrade un petit peu dans les relations. Goscinny a l'esprit ailleurs, et significativement, il investit de plus en plus dans le cinéma et la télévision. Vous serez tous armés. Eh oui, il finit d'ailleurs par quitter Pilote en 1974. Après avoir tout fait pour que la bande dessinée devienne le 9e art, Goscinny l'a délaissé pour le 7e art. Voilà, Lucky Luke, c'est à vous. Hein? Moi jaloux? Mais pas du tout. Quand on a appris la mort de Goscinny, le silence s'est abattu sur la rédaction. C'était le 5 novembre 1977. Ce jour-là, tous ces héros sont restés muets. Même moi. C'est grâce à lui que toute la BD s'est transformée et est devenue quelque chose qui existe en tant que moyen de s'exprimer. C'est une sorte de littérature, quoi, ou de cinéma. C'est grâce à Goscinny et grâce à Pilote. On retrouve l'esprit Pilote après dans énormément de choses, chez énormément de gens qui ont consommé ces publications quand elles étaient toutes chaudes. Mais ils les ont absorbées en tant qu'enfants. Et 5, 6, 7 ans après, ça a porté ses fruits. Peut-être que le fil rouge de la plupart des bandes dessinées à succès de Pilote, c'est une forme d'humour assez référentielle, fondée sur le pastiche, sur la dérision, sur le second degré. Et l'esprit café-théâtre qui apparaît comme par hasard à cette époque-là est tout à fait dans cette continuité. Au revoir, mon amour. À ce soir, sois prudent. T'inquiète pas. Au revoir, téléphone-moi surtout, n'oublie pas.
Pilote. Le journal qui ose rire de tout. Navrant. Après ces publicités d'un goût douteux, Gottlieb et Lecomte décident de faire un film, un vrai. Les WC étaient fermés de l'intérieur, avec Coluche sera le chaînon manquant entre la bande dessinée et le café-théâtre. L'esprit Pilote se propage comme une traînée de poudre dans la société française. C'est pas Pilote qui a changé tout ça, c'est Pilote, plus ce café-théâtre, plus ce cinéma, c'est tout ça qui a avancé ensemble pour qu'un humour plus épatant, plus ravageur, plus déconneur, plus moderne, tout simplement, et à coup sûr pas poussiéreux du tout, pour qu'un humour de ce genre fleurisse. C'est des gens qui nous ont, qui ont défini notre sens de l'humour, voilà. Et à la fois le regard qu'on peut porter sur les choses, mais aussi la liberté absolue de pouvoir regarder, enfin élargir toujours le cadre. Arrêtez de faire les zouaves! On avait dit qu'on ferait une fin sérieuse. Pilote, 50 ans au service du 9e art. Pilote, reflet de la société française. Le rôle de Jack Lang. L'entrée de la bande dessinée dans les programmes scolaires. Goscinny au Panthéon. Achille